Lorsqu'on est dépendant affectif, on a tendance à voir son conjoint ou sa conjointe à la fois comme un ange tombé du ciel et comme un démon qui va nous faire vivre l'enfer. Et les deux sont vrais, plus ou moins. Enfin, ce sont des métaphores, bien sûr. Hein. Je ne présupposerai pas de l'existence de ces lieux divins où je n'ai jamais mis les pieds. Enfin, ces lieux divins ou religieux, peu importe. Donc, toute considération mise à part, ce sont des images. Hein. Donc, pourquoi est-ce que, quand on est dépendant affectif, eh bien, notre conjoint ou notre conjointe revêt ces deux extrêmes à la fois? Eh bien, parce que lorsque l'on se connecte à l'autre, eh bien, en tant que dépendant affectif, on a l'impression de vivre quelque chose d'absolu, l'alpha et l'oméga qui se rejoignent, l'infini, la transcendance quelque part. C'est-à-dire qu'on a l'impression de enfin vivre ce bien-être, ce bonheur, ce moment hyper intense, hyper connecté à l'autre, qu'on a tant recherché et qu'on vit ne serait-ce qu'un instant. Et cet instant a une telle saveur qu'il s'imprègne dans toutes nos cellules. On en garde une mémoire avec une puissance émotionnelle tellement forte que quels que soient les affres de ce qu'on va traverser après, eh bien on s'accroche à ça, comme une moule à son rocher, j'ai envie de dire, quelque part, ou comme un pèlerin à son étoile polaire. Plutôt, ce serait plutôt de cet ordre-là. Et oui, parce que l'autre, finalement, on a l'impression qu'il joue avec nous. Il est tantôt accessible, tantôt inaccessible, tantôt, eh bien, il nous offre toute son attention et tantôt, nous n'avons plus rien. Et on ne sait jamais sur quel pied danser. C'est quand même quelque chose d'assez complexe. Parce qu'en effet, on va vivre ces moments extraordinaires de connexion hyper intense et on va monter à une amplitude très très forte dans notre ressenti. Et notre ressenti, c'est quand même quelque chose en général sur lequel on s'appuie pour savoir si ce qu'on vit est agréable ou désagréable. Quand même, c'est un peu la base. Oui, mais ce ressenti n'est pas toujours juste en termes de justesse quand on est atteint d'une forme de pathologie du lien. Alors je vous rassure, ça se travaille, hein. On peut en sortir de tout ça. Mais quand on est dans cette dynamique existentielle du lien, à l'autre, à un autre en particulier, ou une autre, eh bien, on vit des amplitudes énormes. C'est-à-dire que quand l'autre nous regarde, on a l'impression que c'est extraordinaire, et dès l'instant où l'autre détourne son regard de nous, voire nous méprise, voire nous rabaisse, voire nous fait des reproches, voire nous fait comprendre qu'on est la 7e sous-merde du monde, alors que juste avant, on était la 7e merveille du monde. Donc voilà, c'est ce genre d'amplitude-là qu'on vit quand on est en situation de dépendance affective. Donc l'autre, eh bien, finalement, on représente, comme je le disais, l'alpha et l'oméga. Et dans ces situations-là, eh bien, on peut être aux prises, ou même sous emprise, pendant très, très longtemps. Et au bout d'un moment, ces relations, ça donne des relations dramatiques, parce que l'amplitude émotionnelle est intenable. Au bout d'un moment, c'est insupportable, pour l'un comme pour l'autre. Et il y a une forme de rupture. Mais au moment de la rupture, il y a quelque chose qui se passe qui est assez terrible. C'est qu'on se rend compte que, sans l'autre, on est malheureux. C'est-à-dire qu'avec l'autre, on vit l'enfer avec les montagnes russes émotionnelles. Mais quand on est seul, on vit l'enfer en permanence. On a l'impression qu'il n'y a pas de lueur, il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien qui reste. Et donc, dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que la seule solution, c'est de retourner avec l'autre. Oui, mais avec l'autre, c'est chaotique. Donc, seul, on vit l'enfer, et avec l'autre, on vit le chaos, ou le nirvana, en oscillation très forte, avec souvent beaucoup plus de scènes de chaos que de scènes de nirvana. Hein. Même si elles sont très faibles, par contre, en durée, elles sont quand même très intenses en amplitude, donc c'est pour ça qu'on y croit et qu'on s'accroche à ça. Alors, on est souvent un peu perdu parce qu'on se rend compte qu'on est dépendant affectif au moment de la rupture, bien souvent. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que on se demande comment est-ce qu'on peut faire pour savourer un monde tel que celui-là sans pouvoir le partager avec qui que ce soit. On trouve ça pauvre, on trouve ça triste, on trouve ça insignifiant presque. Mais cette insignifiance ne l'est pas tant que ça. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se dissimule derrière, c'est que si vous l'avez vécu une fois avec une relation, puis une autre fois avec une autre relation, puis encore une fois avec une autre relation, eh bien ça veut dire qu'il y a un point commun à tout ça. Et ce point commun, c'est pas l'autre en tant que tel, en tant que personne. C'est pas l'autre, votre sauveur, votre sauveuse. C'est pas l'autre qui détient la clé de votre bonheur ou de votre malheur. C'est pas l'autre qui va faire la pluie et le beau temps dans votre vie, puisque cet autre a changé et que la relation a été la même. Eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez vécu la même relation avec différentes personnes. Et ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que dans votre cerveau, il y a une programmation inconsciente qui est basée souvent sur des neuroassociations qu'on a faites dans notre enfance, sur les codes comportementaux d'une relation et notamment d'une relation amoureuse. Et ça, c'est ce qui s'appelle le paradigme du couple. C'est-à-dire que dans votre tête, vous avez une manière de dire « je t'aime », vous avez une manière de résoudre des problèmes, vous avez une manière de dire « bonjour » que vous avez apprise depuis votre enfance par rapport à soit ce que vous ressentiez, soit ce que vous avez pu observer
par rapport aux personnes qui vous ont éduqué. Et que vous ayez été enfant d'un parent solo ou d'un parent en couple, eh bien, l'autre a quand même existé, même sous forme d'entité invisible, même sous forme de, je sais pas, d'entité, entité, je crois que je vois pas d'autres mots, enfin de concept, en tout cas, si c'est ça, c'est l'autre mot, de concept psychologique, eh bien, qui pouvait être blâmé de tous les maux, être absent ou être, au contraire, une zone où on ne peut pas en parler. Et donc, une zone d'inconnu, d'incertitude, et on ne sait pas. Et cette zone d'incertitude va faire en sorte qu'à un moment donné, on va vouloir creuser, on va vouloir chercher, on va vouloir se connecter, on va vouloir se fondre dans l'autre. Et la fusion, si vous avez fait un peu de physique, ou peut-être que si vous vous intéressez un petit peu à la notion nucléaire, la fusion, c'est la bombage, quoi. Ça fait mal. Ça explose et ça fait très mal. Et c'est pour ça que souvent les ruptures de personnes dépendantes affectives, eh bien, se finissent en drame. Alors, ce paradigme du couple, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une fatalité ou pas? Là, souvent, on a l'impression que oui. Pourquoi? Parce que c'est logé dans notre inconscient. Et nos programmations inconscientes, par définition, sont dans notre inconscient. On n'a donc pas conscience. Oui, sauf qu'en fait, vu qu'il y a une récurrence, au bout d'un moment, on peut étudier. C'est-à-dire que même si on n'a pas accès directement à son inconscient, on peut observer l'expression de son inconscient à travers des schémas répétitifs qui sont plus forts que soi ou qui se font sans forcément notre contrôle. Les lapsus, les répétitions de schémas. Tiens, par exemple, les répétitions de type de relation amoureuse alors que c'était des personnes différentes. Donc, on a reproduit quelque chose de programmé dans notre inconscient. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que au lieu de dépendre de l'autre pour être heureux ou malheureux, eh bien, on se rend compte que ce bonheur ou ce malheur ressenti avec cette amplitude extraordinaire va dépendre de notre paradigme du couple, c'est-à-dire la manière dont on conçoit le couple dans notre tête, la manière dont on a appris depuis notre plus tendre enfance ce que devrait être un couple. Alors bien sûr, pour sortir de là ou pour travailler ça, ça se fait pas tout seul parce que il y a des idéaux derrière. On s'accroche au fait de pouvoir, d'espérer combler nos carences d'enfance, d'espérer pouvoir résoudre toutes ce manque d'amour qu'on a reçu dans l'enfance, cet amour qu'on n'a pas reçu, donc ce manque d'amour, bref, vous aurez compris. On peut le prendre dans les deux sens, ça marche pareil. Hein. Et on espère résoudre ça à travers l'autre. Et à chaque fois qu'on essaye, étrangement, à chaque fois, ça marche pas. C'est peut-être que c'est pas par là que ça marche. C'est peut-être pas par là que ça passe, pardon. Parce qu'à force de chercher à résoudre sa carence d'enfance à travers l'autre, eh bien, on ne fait que répéter des relations dramatiques. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt à considérer ce paradigme du couple. Alors, si vous voulez explorer un petit peu plus en avant quelles sont les caractéristiques spécifiques des personnes dépendantes affectives dans leur paradigme du couple, eh bien, j'organise un webinaire qui va durer à peu près 2 heures, 2 heures et demie par là. Donc c'est un peu long, hein. Assurez-vous d'avoir le temps d'y participer. C'est un webinaire gratuit, hein. Il n'y a pas de souci, dans lequel je vais vous décrire les étapes pour sortir de ces pièges de la dépendance affective avec précision, et comme ça vous pourrez vous les approprier, faire votre travail de votre côté, éventuellement, je vous le souhaite en tout cas, sortir de la dépendance affective. Ça fait maintenant plusieurs années que je fais ce métier, parce que je me suis rendu compte à quel point c'était immonde de rester enfermé là-dedans. Moi, je suis resté dans ce piège pendant plus de 3 ans à ne pas réussir à faire le deuil d'une relation et à essayer de la reconstruire. Je vous en dirai plus dans le webinaire, comme ça vous comprendrez vraiment tout ce qui s'est joué. Et pendant ces 3 années, j'ai vécu vraiment l'enfer. Et une fois que j'ai trouvé la porte de sortie, je me suis dit, je peux pas le garder pour moi, il faut que je le partage. C'est pour ça que depuis plusieurs années maintenant, je guide les personnes vers les sommets de l'autonomie affective, un peu comme un guide de montagne, c'est-à-dire que, non, c'est pas moi qui vais vous résoudre votre problème, mais je vais vous montrer le chemin par lequel je suis passé et pour lequel ça a fonctionné. Alors, ça a fonctionné pour moi, ça fonctionnera peut-être pas pour vous, mais peut-être qu'il y aura quelques outils que vous pourrez vous approprier pour faire en sorte de vous en sortir à votre manière, avec votre sensibilité. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et j'espère que vous viendrez nombreux sur ce. Je vous dis, prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner aussi aux chaînes YouTube et aux pages Facebook. N'hésitez pas non plus à aller en voir d'autres. Il y en a plein, la chaîne YouTube et plein, la page Facebook. Et puis, je vais vous mettre des liens en dessous de cette vidéo ou au-dessus en fonction de là où elle se trouve. Des liens d'accès, notamment un lien d'accès au groupe de travail, un groupe gratuit. Si jamais ce sont des thématiques qui vous intéressent et que vous voulez vous retrouver un petit peu moins seul et travailler encadré par des coachs professionnels, eh bien, voilà, il y a un groupe gratuit. N'hésitez pas à cliquer. Vous avez aussi le QR code qui est là si vous voulez aller directement sur le groupe et faire votre demande d'adhésion. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.